Bonsoir et bienvenue à cette grande soirée. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste. J'ai très récemment rejoint la rédaction de l'Opinion. Alors, FIPLUS, 10 ans déjà, mais comme le temps passe vite en fait. La soirée s'articule en plusieurs moments. En effet, vous avez signé pour une keynote, 2 tables rondes, 3 rencontres. Alors, vous ne serez pas déçus, je vous promets, j'ai bien vu, j'ai bien compté. Le thème de la soirée, vous le connaissez, on va peut-être le remettre. Temps long, temps court. En introduction, et sans aller sur le terrain des tables rondes des intervenants qui ont travaillé sur le sujet, je voulais juste marquer un temps d'arrêt sur ces 3 lignes. Vous faire remarquer comme le débat a changé depuis 10 ans. Comme vos métiers ont muté, comme les attentes sont différentes. Temps long, temps court, aujourd'hui ça paraît évident. C'était pas un sujet en 2011-2013. Honnêtement, elle était très très rarement durable. Et l'idée qu'elles doivent se réinventer, on était aussi assez loin. C'était évident, c'est la finance, on était dans nos métiers de finance et ça allait pas bouger. Donc voilà, en une dizaine d'années, la donne a considérablement changé, la durabilité s'est imposée, la pratique de la finance doit évoluer, s'adapter à notre monde. Dans un premier temps, je vais me tourner vers Pascal Quiri. Pascal, ai-je besoin de vous présenter? Vous êtes professeur de finance à HEC Paris. Se rassurer d'une certaine façon, ne faire que du temps court, ce n'est pas très enviable. Je ne vais pas lancer un sondage maintenant, mais qui est-ce qui aurait envie d'être un trader parmi vous? Je ne suis pas sûr, aucune main ne se lève. Bon. Ce qu'on note aussi très clairement, c'est que le temps long de demain, enfin le temps long qui était le vôtre peut-être il y a un an, c'est devenu votre temps court aujourd'hui. Schneider a indiqué n'avoir jamais reçu autant de devis pour des économies d'énergie dans des processus industriels que depuis quelques semaines. On cite un chiffre de 10 fois plus de devis. J'imagine que parmi vous, vous seriez heureux de recevoir 10 fois plus que vos collègues opérationnels reçoivent 10 fois plus de devis qu'ils n'en reçoivent habituellement. Le temps court, ça c'est certain que dans nos professions, je pense qu'on voit tous et toutes bien de quoi on parle, parce qu'on est rentré depuis maintenant peut-être plusieurs années dans cette culture d'immédiateté où on veut tout savoir tout de suite, éventuellement savoir également ce qui va arriver demain. Donc on a tous les outils on a tous les algorithmes, et je pense qu'effectivement la technologie et les progrès de la technologie sont peut-être en partie responsables de cette impression et de cette réelle accélération du temps. Je pense également, Pascal, vous l'avez dit, que la volatilité de notre environnement est également un deuxième facteur qui conduit à cette forme d'accélération. Et puis, certainement, notre modèle de gestion de la performance, où on reste aujourd'hui encore, de mon point de vue, dans un modèle qui donne une part prépondérante à la croissance et à la productivité. Mais là, j'ai la faiblesse ou l'espoir de penser qu'on est aujourd'hui un petit peu face à l'émergence d'un nouveau paradigme, et que, effectivement, les entreprises et les investisseurs, mais vous allez nous le dire, s'intéressent finalement à la mise en place des fondamentaux qui vont permettre à l'entreprise de délivrer une performance dans la durée. Et c'est là qu'intervient pour moi la notion de temps long. En revanche, je suis un peu gênée effectivement par la terminologie, parce que je ne voudrais pas que cette notion de temps long nous donne la fausse impression qu'on a le temps de mettre en place les actions qui vont justement permettre d'assurer la performance de nos entreprises respectives dans la durée, parce que c'est vrai que j'ai la conviction, à titre personnel, que quand on parle de respect de l'environnement ou d'inclusion sociale, ce temps, on ne l'a plus. De raisonner par des KPI qui étaient simplement financiers, et c'est ça qui fixait notre agenda à plus ou moins court terme en fonction de l'actionnaire que vous aviez. Aujourd'hui, en fait, nous, on a le sentiment, en tout cas chez Race depuis 10 ans, en tant que groupe d'investissement et d'innovation, que la boussole a changé.
Il est urgent de se redonner du temps long. J'ai cette particularité d'avoir commencé ma carrière il y a 20 ans dans la sphère publique et d'avoir servi les différents ministres des Finances avant de me lancer effectivement dans le capital entrepreneur. Et j'ai observé dans la sphère publique comme dans la sphère privée depuis 20 ans un rétrécissement du temps. Et donc l'accélération en fait en permanence de la prise de décision sur des sujets sans cesse plus immédiats pour se dire que oui, pour faire de grandes choses, pour bâtir des champions, pour faire des aventures de croissance forte, laisser des traces, créer des emplois, il faut du temps long. On ne bâtit pas un champion en 3 ans, qui est le rythme du LBO. Aujourd'hui, je serais curieux d'avoir une conversation avec vous sur tous ceux qui sont en train de sortir des grandes écoles, hein, donc HEC et bien d'autres. Ils ne veulent plus justement être traders ou en M&A. Ils veulent plutôt être entrepreneurs et avoir, dès le départ, dès la création de la société, des financiers ou des conseils qui leur font penser autrement. Et en tout cas qui leur donne les moyens d'y arriver. Et c'est surtout ça, en fait, qui a peut-être changé entre le temps court et le temps long, puisque avant, ce type de problématique, on attendait que les entreprises soient plus matures. Alors qu'aujourd'hui, la demande des investisseurs, mais également et surtout des entrepreneurs, elle est day one. Je pense effectivement que c'est au directeur financier de donner l'impulsion. Il me semble que le rôle du directeur financier, c'est bien d'avoir une stratégie de valorisation de son entreprise dans la durée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à titre personnel, je ne vois pas comment on peut atteindre cet objectif sans intégrer les éléments de performance de façon holistique et en se positionnant uniquement sur des éléments de performance financière. Et ça, effectivement, peut-être que la compréhension de ces autres enjeux ou leur traduction dans des unités de compte qui sont compréhensibles par l'intégralité du comité de direction, elle n'est pas immédiate. Pour prendre un exemple, je pense qu'il y a certains éléments, le carbone par exemple, on commence à comprendre effectivement de quoi on parle. Mais ensuite, quand on parle d'impact, il y a tout un tas d'autres indicateurs qui sont difficilement compréhensibles par tous les représentants des différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, en ce sens-là, je pense que le directeur financier a un rôle d'évangélisation et doit être effectivement probablement celui qui donne cette impulsion d'élargir donc la notion de performance et puis ensuite donc de définir la trajectoire, de donner effectivement les moyens et puis d'assurer effectivement la mesure de la performance. Quand on investit, nous, dans une entreprise, on évalue sa maturité pour l'impact. Donc, précisément, en fait, sa capacité à avoir un temps d'avance sur son marché, sur les transformations sociétales qui vont supposer une innovation produit, service, procédé, business model pour finalement garder ou devenir celui qui a le leadership de marché. Et ça, dans tous les secteurs, de façon très générale. Donc, quand on apprécie la maturité pour l'impact, on va regarder effectivement ce qu'elle fait déjà aujourd'hui, très généralement en matière de RSE. Et puis, on va regarder, en fait, si elle a été déjà un petit peu plus loin au niveau de sa stratégie et de son offre. Mais on va regarder aussi et surtout si elle s'est donné les moyens de faire cette transformation, qui vont être des moyens humains. Est-ce que j'ai en fait les compétences dans l'entreprise, les hommes et les femmes qui vont mener ça? Ça part du leader, mais ça peut être aussi des questions d'expertise. C'est qu'on a à chaque fois eu un dirigeant d'entreprise convaincu par la démarche et le caractère responsable de l'entreprise. Donc c'est vraiment le sponsor de la démarche. Ensuite, quand on a structuré la démarche, on a mis en place un comité de pilotage pluridisciplinaire. Parce qu'on est vraiment convaincu que la démarche doit se déployer dans tous les grands métiers de l'entreprise. Et comme cela a été dit à la précédente table ronde, la finance ne sait pas ce qu'il faut mettre en place dans les métiers, c'est bien aux membres du comité de pilotage de la production, des achats, de la qualité, que vont revenir l'analyse de la situation et la prise de décision.
On sensibilise aussi le comité d'audit que nous rencontrons régulièrement et pour parler de plus en plus performance durable auprès du conseil d'administration. Et au-delà du comité de pilotage, on a mis en place un maillage de référents métiers RSE dans chacun des services de l'entreprise. Ce sont des personnes à qui on demande d'aller collecter les idées dans leurs équipes, de communiquer aussi sur les actions qu'on peut mettre en place au niveau de la démarche, et puis de déployer la démarche concrètement dans leurs différents métiers. Déjà, je pense qu'il faut rappeler que tout ce qui concerne la durabilité, c'est des champs qui sont nouveaux, qui sont complexes. Donc on ne peut pas vraiment se fier, je dirais, aux réflexes qu'on a acquis, à notre sens du business. En réalité, pour prendre les bonnes décisions, il faut vraiment être data-driven. Et aujourd'hui, force est de constater que la data, elle n'existe pas vraiment. Sur tous ces champs-là, il faut vraiment la créer. Donc, il y a une espèce de sous-norme qui s'appelle les ESRS, désolé pour les acronymes, qui définissent justement tous les KPI qui devront être remontés. Donc là, on change vraiment de braquet. On a accéléré nos stratégies de développement durable avec la philosophie des 4 R. Ça veut dire d'abord la première, la réduction des matériaux, de la matière dans les produits. Parce que là, c'est déjà un très bon pas, réduire la plastique dans le produit. Après, utiliser des matériaux recyclés. Et là, depuis 2014, BIC a des études avec les fournisseurs pour des matériaux alternatifs, aussi végétales, des techniques de recyclage nouvelles. Des matériaux hybrides, comme par exemple la fécule de pommes de terre, la canne à sucre, des choses comme ça qu'on cherche. Et donc, on a été capable de développer vraiment des brands avec beaucoup de plastique recyclé, jusqu'à 90%. Et après, réutilisable, c'est la troisième R. Donc, on offre la possibilité de changer, par exemple, les têtes des rasoirs, d'avoir des refils pour les stylos. On a développé l'iconique Bic Cristal à métal. Et on peut changer et faire le refil. Et enfin, la quatrième est recyclable. Alors là, on a un partenariat avec TerraCycle depuis 2011. On a collecté 70 millions de stylos usagés et on les a transformés en banques pour les écoles. On les a mis dans les écoles. Et là, ce qui est très intéressant aussi, est que les points de collecte sont dans les écoles ainsi que dans les magasins. Et on redonne aux enfants ce qu'ils ont récolté sous forme de banque. Donc, ils voient très bien quel est l'impact de leurs actions. J'ai envie de dire, dans une entreprise de stratégie, ce serait bien qu'il y en ait à peu près une, et c'est celle de l'entreprise. Et quand on prend le modèle d'évolution sociétale, j'ai envie de dire, si vous voulez garder des clients, normalement, vous allez forcément intégrer cette dimension-là. Donc, j'ai plutôt tendance à dire, démultipliez pas le nombre de KPI, parce que généralement, moi j'en vois souvent trop que pas assez. Mes clients me disent toujours, on en a trop, on ne sait pas les utiliser, plutôt qu'il nous en manque un magique qui est capable de tout faire. Donc c'est plutôt dans le se dire, on en enlève une bonne partie, on se réoriente directement, que ce soit en stratégie data, que ce soit en stratégie RSE, vers ce que l'entreprise cherche à développer. On va retomber des indicateurs beaucoup mieux maîtrisés, des clients contents, des salariés contents. Après, on peut les décliner sous plein de formes. J'allais dire une trésorerie contente aussi, mais on va avoir différents indicateurs bien maîtrisés. Donc en termes de stratégie, moi je ne suis pas très fan des stratégies data. Je préfère des stratégies d'entreprise qui ont un volet pour l'ensemble de l'entreprise, dans l'ensemble des métiers, qui doit considérer le volet data. Et de la même manière, je ne suis pas très fan des stratégies RSE, même si c'est important pour impulser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, on ne peut pas, de la même manière qu'on ne peut pas se passer de sécurité dans le monde industriel, on ne peut pas se passer d'un volet RSE dans l'ensemble des actions que l'on mène. Ça n'en fait pas forcément une stratégie, ça fait plutôt un élément de survie et de pérennité. Derrière la durabilité, il y a la survie. Je préfère le poser dans ce sens-là, ça nous permet d'être bien alignés par rapport au seul point focal de la stratégie de l'entreprise qui, lui, se perd pas dans les différents champs de contraintes qui peuvent s'exercer. La question fondamentale qu'il faut se poser, quelle que soit la boîte, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur.
Et là, pour le coup, maintenant, ça devient plus de la valeur uniquement économique, mais aussi de la création de valeur environnementale et de la création de valeur sociale. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment, c'était la conclusion de la Convention des entreprises pour le climat, qui a réuni 150 entrepreneurs et qui, à la fin, ont dit, bon, ben voilà, il faut qu'on bascule notre business model, il faut qu'on devienne des entreprises régénératives. C'est-à-dire que vraiment, on contribue à favoriser le vivant, quoi, la nature, la société. Ça, c'est vraiment la question à se poser. Et je pense que les CFO ont un grand rôle à jouer pour accompagner et catalyser ça. Et ben, en fait, on a consommé, pour venir à cette conférence, 365 kilos, et ce qui est l'équivalent de 803,06 litres d'eau en bouteille. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir cette prise de conscience, se dire que ça, c'est exactement des KPIs que l'on pilote, mais qu'on peut très bien piloter aussi pour le suivi des temps de parcours, le télétravail, etc., etc. On avait plus de 200 personnes inscrites. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être le no-show? Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup. Hein. Bravo. Merci d'être là. Alors Suzanne, en un mot, qu'est-ce que tu vas retenir de ces brillantes interventions de la soirée? Déjà, donc l'ESG, c'est pas une option. L'important, c'est vraiment, c'est pas la mesure est super importante, mais c'est un peu comme la loi Copé-Zimmermann. Il faut avoir des règles quand même pour pousser le système, et vite. Mais il faut surtout le faire pour la stratégie. Et je pense que la deuxième table ronde et la première aussi l'a très bien dit. C'est une question de survie et d'impact final. Alors, vous l'avez tous compris, FIPLUS a plus ou moins 10 ans, on ne va pas chipoter. Hein. Je voudrais que tu nous donnes 3 mots sur cette association et ta vie avec l'association. Mais déjà, c'est une formidable aventure et on va venir tout de suite après au fondateur de cette association. Donc pour moi, c'est la convivialité bienveillante. Ce n'est pas prise de tête. Voilà, c'est jamais prise de tête et encore moins un cocktail. C'est beaucoup de pragmatisme. Et j'espère qu'on vous l'a remontré avec l'animation de ce soir. On cherche des solutions et on cherche à mettre tout le monde ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et c'est du contenu, par moments et souvent d'avant-garde. Parce que si Sylvie n'avait pas eu cette brillantissime idée qui est inspirée directement du G9+, qui est le club des clubs digitaux, on ne serait pas là ce soir. Merci beaucoup, Sylvie. Déjà, donc on va remercier nos animateurs, nos intervenants aux tables rondes qui sont encore tous là et on espère que vous pourrez bien parler avec eux pendant le cocktail. Évidemment nos partenaires, donc je vais pas tous les citer, mais ils seront aussi là en plein milieu du cocktail. Et si pour ceux qui sont dans la petite salle avant, surtout venez les voir, qui ont plein de choses à vous dire. Et donc un grand merci notamment au grand partenaire EasyPerf qui a énormément aidé avec toute la boîte, et à EY aussi qui nous a épaulés dans cette soirée, et évidemment à Executive Partners Group qui est une toute nouvelle création. EasyPerf fête ses 10 ans aujourd'hui et Executive Partners Group vient de se créer. Vous voyez, donc c'est un éternel recommencement. Faible taux de no-show. Quasiment tous les inscrits étaient là. Comment le rôle des directeurs financiers peut être relié à tout ce qui est ESG. On en entend parler beaucoup, mais là c'est devenu très concret en fait avec des exemples qu'on utilisait. Des gens qui étaient sur des tables rondes. Moi j'ai beaucoup apprécié cette soirée. J'ai trouvé qu'elle était inspirante. Il y a eu vraiment des témoignages autour du rôle du directeur financier
du business partner qu'il représente et de son rôle clé dans le déploiement d'une démarche RSE qui permettra au modèle d'entreprise de perdurer. Faire réunir beaucoup de gens autour d'une problématique très d'actualité et comme toujours de nous donner des solutions extrêmement concrètes, puisque c'est toujours cela qu'on a voulu faire au travers de ces conférences FIPLUS. Écoutez, j'étais ravie de pouvoir participer aux 10 ans de FIPLUS, c'était une très belle soirée et pour moi qui ai changé de secteur récemment pour rejoindre le monde de la philanthropie, je vois que je continue à avoir de nombreuses possibilités de m'enrichir à l'occasion de ces conférences et j'en suis très heureuse. FIPLUS, c'est la convivialité, c'est être ensemble, tous ensemble. Pour les 10 prochaines années, je pense qu'on peut se souhaiter que les directeurs financiers continuent à jouer ce rôle de poil à gratter des organisations, des directions, au sein de ces réflexions sur un avenir beaucoup plus durable et la transformation des business models. Créer cette même dynamique pour permettre aux responsables financiers des entreprises de continuer à réfléchir à tous les sujets d'importance. C'est très important de le faire effectivement à la fois au niveau de chacune des écoles, mais aussi au niveau de ce méta-réseau. Je souhaite à FIPLUS de continuer de trouver des sujets de réflexion avancée pour être utiles à ses adhérents, à ses membres, en les faisant travailler sur des sujets qui viendront d'actualité dans quelques années. Moi je souhaite à FIPLUS tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2023 et je serais ravi de retrouver toute cette assemblée pour se féliciter des résultats en termes de RSE de chacune des entreprises qui ont participé, parce que l'idée c'est bien d'en parler, mais maintenant il y a toute l'année pour en faire des choses réelles et concrètes, et donc une bonne année à tout le monde, et beaucoup de courage et plein de mobilisation sur ce sujet très important pour tout le monde. Retrouver l'opportunité de nous réunir et de partager des sujets de fond dans une ambiance amicale. Beaucoup de convivialité et puis dans notre monde qui est devenu si complexe à gouverner dans tous les sens du terme, de la légèreté. Ce qui m'a le plus marqué de l'événement, c'est l'intérêt de la communauté financière pour le sujet de la RSE, du développement durable et de la finance durable. Très bien. Vos vœux pour 2023 ? Mon vœu, c'est que ça perdure et que ça aille très très vite et que ça sème très très vite dans les entreprises.